Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour votre émission hebdomadaire Le Monde en 7 sur New World Info. Nos invités sont en place. Il s'agit de Madame Dado Nora Noviekou. Elle est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Nous avons également l'homme politique Jules Bamine Bafina. Il est le premier vice-président du parti politique Nouvelle Vision et le jeune consultant politique Junior Laris. Avec eux, nous allons parler de la Libye, Kadhafi, 10 ans après. Nous allons également parler du Mali et de la France, le divorce consommé. Et puis nous terminons par le Togo. Le multilatéralisme s'ouvre sur Ankara. Chers invités, merci de répondre à notre invitation. On va commencer par la dame. Madame Noviekou, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, bonjour. Bonjour aussi à l'homme politique. Bonjour, merci. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir pour nous de répondre à votre invitation. Et toutefois, merci à New World TV. Nous avons également le plaisir de présenter Junior Laris. Bonjour, merci de répondre à notre invitation. Je suis dans ma maison, Michel. Bonjour et merci de pouvoir partager le plateau avec l'ensemble des invités. Allez, on commence donc par la Libye. Il y a 10 ans disparaissait Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011 précisément, dans le sillage du printemps arabe. Le dirigeant libyen, alors en fuite, a été capturé par les combattants près de Sirte, dans le nord du pays, avant d'être exécuté et son corps exposé dans un marché. 10 ans après, nous allons analyser avec nos chers invités ce qui se passe actuellement en Libye. Beaucoup de choses. Président ou vice-président, un pays divisé en deux, l'Est et l'Ouest, des conférences organisées pour la Libye sans l'Afrique, sans l'Union africaine. L'ultime conférence, c'était cette conférence internationale organisée en Libye où les Libyens, non seulement les Libyens, mais également des Occidentaux ont parlé. Oui, merci. Les Occidentaux ont parlé. Il était temps qu'on puisse, 10 ans après, faire le point. Mais il faut rappeler une chose. La Libye a été déstabilisée par les Occidentaux. Caution faite par certains présidents africains, avec certains présidents africains d'alors. Il est aujourd'hui très important que le peuple libyen lui-même, se relève et trouve les voies et moyens pour une réconciliation à l'interne. D'abord, entre tous les acteurs qui divisent la vie politique en Libye, avant qu'on ne puisse aller vers la demande d'un soutien de la communauté internationale, qui plus a été l'instigatrice de ces massacres, de ces tueries et de tout ce qui plane aujourd'hui sur la côte ouest en termes de djihadisme et de terrorisme. Ouais. C'est la conséquence directe. C'est une conséquence directe. Vous avez parlé de ces Libyens qui doivent s'exprimer. On va d'ailleurs écouter la ministre des Affaires étrangères libyenne, Najal Al-Mangouche. Elle s'est exprimée lors de la récente conférence internationale sur la Libye. Le gouvernement d'unité de la Libye est fermement engagé en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de la sécurité régionale et de l'unité nationale du pays. Le gouvernement refuse fermement toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes et dénonce les tentatives de violation de l'embargo sur les armes et de semences de chaos. Le gouvernement s'est engagé à respecter les décisions du Conseil de sécurité concernant la Libye, à commencer par la décision 1970. Oui, Junior Laris, quand on écoute la sortie de la ministre des Affaires étrangères libyenne, on a l'impression qu'elle est en train de parler dans l'air parce que ça fait des années que ce pays est occupé par les Russes, par les Français, les Turcs, un peu tout le monde. Quand j'ai entendu le discours, ça a failli me procurer un rire inestingible, mais qu'à cela ne tienne, il faut quand même reposer les bases d'une chose qui est importante dans le cas de la Libye. C'est d'abord de se demander si la Libye est d'abord un pays africain avant d'être un pays arabe. Ouais. Aujourd'hui, la réalité est que la Libye est d'abord un pays arabe avant d'être un pays africain.
Et la circonstance, l'animation géopolitique qu'il y a tout autour de la Libye depuis des années montre qu'il y a une inclination, je dis bien inclination, de la Libye, plus vers l'animation de la scène géopolitique des pays du Golfe, des pays occidentaux et des pays du monde arabe dont fait partie cette Libye-là. Et aujourd'hui... Donc l'Afrique est absente, complètement. L'Afrique... est-ce que l'Afrique a à être présente? Moi, je présente la Libye. Je sais que certains seront offusqués de mes propos, mais la Libye aujourd'hui, un pays arabe avant d'être un pays africain. D'ailleurs, le pays qui partage plus de 1100 km de frontières avec elle, je veux parler de l'Égypte, de Abdel Fattah al-Sisi, qui a soutenu longtemps le maréchal Haftar, est un pays arabe. On dit l'appellation officielle de l'Égypte, c'est la République arabe d'Égypte. L'appellation officielle de la Libye, c'est la République arabe libyenne. Depuis la révolution libyenne dirigée par Muammar Kadhafi, il faut aussi rappeler que la Libye, avant toute chose, était une monarchie constitutionnelle. On n'est pas dans le cas d'un régime républicain où on a un président, on a un premier ministre, on a un gouvernement, on a un ministre des Affaires étrangères. C'est pourquoi d'ailleurs le discours du entre guillemets, ministre des Affaires étrangères, qui fait partie du conseil de transition libyen qui a été mis en place par l'ONU, m'a fait un peu rire parce que on sait tous que avant de passer d'un régime monarchique royal à un régime monarchique constitutionnel et de passer à un régime de monarchie vers un régime républicain, le chemin est long, le chemin est très très long. Et donc, dans cette circonstance-là, je pense que la lecture ne doit pas être seulement une lecture univoque en direction de l'Afrique. Dire que l'Afrique est absente, c'est bon. Dire que l'Afrique ne participe pas au débat, c'est bon. Mais dans la scène mondiale de la politique, il y a le facteur de la réalité qui compte, et le facteur de la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Libye est un pays arabe plus qu'un pays africain. Alors, Madame Noviecourt, on sait que c'est la révolution de Jasmin, commencée en Tunisie, on se souvient tous, qui a finalement emporté Muammar Kadhafi également. Les jeunes Libyens demandaient plus de démocratie, finalement, ils n'ont rien, c'est le constat. Merci Michel. Il faut dire que la situation de la Libye est assez complexe. Juste, il faut retourner dans l'histoire. La manière dont Kadhafi est parti, c'est un peu comme c'est la manière dont il a fait partie le roi Idriss Ier. Oui, et quand vous suivez l'histoire de la Libye, comme je l'ai dit, c'est assez complexe. Parce qu'il faut déjà voir à la base toute la complexité en termes de scission au niveau... parce que tout à l'heure, la dame a parlé de l'unité nationale qu'il faut renforcer. Parce que c'est aussi un grand problème pour la Libye, qui est déjà à la base un ensemble de provinces qu'on a essayé de mettre ensemble pour former en fait la République de la Libye. Et aujourd'hui, c'est clair que l'histoire, si on voit l'histoire de la Libye, c'est clair que c'est pas évident en fait d'arriver à cette unité-là ou à cette unicité. Ce n'est pas non plus évident de résoudre tous les problèmes parce que c'est assez profond. Non seulement il y a des défis internes, mais il y a des implications extérieures. Ouais. Et donc, dans tout ce mélange-là, ce n'est pas toujours évident de trouver, je dirais, la bonne personne qui soit en fait ce leader-là, plein de charisme, qui va drainer ou bien sortir la Libye de sa situation actuelle. Et ça, c'est aussi un problème parce qu'apparemment, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé la bonne personne qui soit capable en fait de manager en fait comme cela se doit la Libye. Donc aujourd'hui, il y a plus d'influence extérieure et ça se comprend, mais c'est clair qu'il y a un besoin de repositionnement pour les Libyens eux-mêmes, de pouvoir s'approprier leur histoire et de pouvoir régler en fait leur histoire. Maintenant, c'est clair, comme je dis, ce n'est pas évident parce que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes à des endroits. Et donc, est-ce que, si je reviens donc à ta question, est-ce que les jeunes, à la base, est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Ben non, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Puisque, comme je le disais, qu'est-ce qui a fait partie Idriss Ier? C'est des frustrations internes. Et quand Kadhafi est venu, on a pensé que ça serait mieux. Mais déjà, quand Kadhafi venait, c'était déjà chaotique. Et donc là encore, est-ce qu'on se donne le temps de pouvoir rebâtir? Je ne pense pas. Et Kadhafi peut-être a essayé de faire quelque chose, mais je pense aussi qu'il a eu à pêcher à des endroits où il n'a pas su
relever la Libye avant d'être, comment on va dire ça, emporté par la crise. Donc aujourd'hui, c'est tellement assez complexe, mais clair que c'est tout un processus aussi. Il ne faut pas aussi être trop dramatique. C'est un processus et on espère qu'ils vont pouvoir se relever. On espère qu'ils vont pouvoir se repositionner. Alors donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça, je dirais, en tant que société civile, c'est pour ça qu'il serait très, très important de toujours mettre l'accent sur la nécessité de dialoguer, de trouver des solutions endogènes. Parce que quand on laisse les problèmes pour les gens de l'extérieur, on ne peut qu'avoir que ça. Voilà. Alors, Jules Bafidon, l'objectif, ou bien la date fixée, c'est le 24 décembre 2021 pour les élections générales. Finalement, ce sont les élections législatives qui seront organisées. Et en avril 2022, si tout va bien, les élections présidentielles. Et on a vu la position, la réaction de l'ONU qui finalement a pu parler à toutes les parties. Vous pensez que le 24 décembre, les conditions sont réunies pour ces élections législatives? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur certains aspects de l'intervention de Junior. Ouais. Qu'est-ce qui nous pousse à un régime républicain? Qu'est-ce qui nous pousse à un régime républicain? La monarchie de Kadhafi. Le peuple libyen, est-ce que ses besoins n'étaient pas satisfaits? Le besoin de se loger, le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, les grandes universités. Le peuple libyen avait besoin de quoi? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est un besoin? Non. C'est juste une volonté. Elle est qualitative, elle est éphémère. Mais nous disons que nous voulons pour l'Afrique que les besoins de nos populations soient satisfaits. Et un peuple, il a des besoins. Un leader, je le dis toujours ici, un leader ne donne pas à son peuple ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin. Parce que lorsque ces besoins seront résolus, sa volonté changera. La volonté du peuple changera. Cette volonté de démocratisation, cette volonté de démocratie ou de pouvoir républicain naît du fait qu'il y a des besoins dans le social qui ne sont pas résolus, qui poussent les jeunes à dire mais c'est parce qu'il y a ce système à la tête que ce système ne va pas. Et on va, à tout bout de champ, à aller adopter un système qu'on ne maîtrise pas, dont on ne maîtrise pas le mécanisme et le processus, et qui après implémenté, crée encore les mêmes problèmes. Certes, il y avait la monarchie en Libye, mais la Libye était quand même... En fait, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je n'ai pas parlé de la monarchie sous un prisme péjoratif. J'ai dit que la situation était telle qu'il y avait une monarchie constitutionnelle et aujourd'hui, la communauté internationale se fourvoie à transformer cette monarchie constitutionnelle en système républicain. Et c'est là où c'est là le véritable problème. On se dit justement donc, la même chose. Tu m'excuses alors. Donc c'est là le problème. Je sais que le vice-président veut faire sortir. C'est là le problème. C'est la non-maîtrise de la démocratie. On veut copier. Qu'est-ce que nous maîtrisons de la démocratie? Qu'est-ce que nous maîtrisons de la démocratie? On parle des élections. Les élections sont-ils une condition nécessaire et suffisante pour nos populations? Nos populations savent-elles ce qu'elles votent? Est-ce que nos populations comprennent le sens du vote? Moi, je salue les élections aux États-Unis où il y a des grands électeurs. C'est-à-dire, il y a un système de grands électeurs. C'est des gens qui comprennent. C'est quoi le programme que vous présentez? Ici, tout le monde va voter. Il ne sait même pas ce qu'il vote. Il ne sait pas même pour qui on vote. Parfois, on ne connaît même pas pour qui on vote, puisque le parent, il y a l'ordre qui vient parfois de la diaspora et toute la famille votait telle personne. Et donc, selon vous, cette situation, la situation actuelle, a été voulue par certaines personnes? Non, cette situation... On l'a créé pour déstabiliser la Libye. Vous comprenez? On a déstabilisé toute une économie. Mais au départ, on a vu Kadhafi aussi qui reprimait les manifestants. Il a dit qu'il allait faire couler des rivières de sang à Benghazi. Faisons le calcul. Pour faire partie de Kadhafi, on a tué combien de personnes? Et combien de personnes Kadhafi a tué depuis qu'il était au pouvoir? Faisons le calcul. Kadhafi n'était pas bon, d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? C'est grave. On a déstabilisé. Aujourd'hui, on pille les ressources. C'est-à-dire, on a assez pillé et on vient maintenant organiser des conférences pour encore faire quoi? Pour imposer des gens. Est-ce que le peuple libyen aujourd'hui, est-ce que, la dame le disait, est-ce que c'est des conditions nécessaires et indispensables?
De quoi a-t-on besoin en Libye présentement? Est-ce réellement des élections? Ah oui, Ouais. ça c'est... Oui, Ça, c'est ma question. Ok. De quoi a-t-on besoin réellement en Libye? Est-ce que ce sont des élections? Est-ce que ces élections ne seront pas encore source de conflits? On a connu des élections dans les pays arabes où au soir, après, c'est encore les mêmes conflits à l'Assemblée nationale. Donc, posons le problème clairement. Il est à l'interne. Et elle a parlé de solutions endogènes. Le peuple libyen doit pouvoir se dire, c'est notre pays. Même s'il est un pays africain ou arabe, moi, je ne vois même pas la différence. De toute façon, quand on trace la carte de l'Afrique, la Libye se trouve en Afrique. En fait, mais on est loin pour le moment de cela, Junior Laris, parce que même la date des élections a été imposée. Oui, la date des élections a été imposée. Ça fait partie du mécanisme opérant qui doit conduire à une stabilisation de cette zone de l'Afrique. Donc, qu'à cela ne tienne, je pense que quand on dit souvent le peuple libyen, le peuple centrafricain, le peuple malien doit prendre sa destinée à main, c'est un peu bien parlé, mais sans toucher le fond du problème. Il se fait que la Libye a un peuple qui est un peuple libyen, mais les gens se reconnaissent plus dans une nature arabe ou islamique. C'est un peu ça la réalité aussi des pays du Golfe et des pays du Moyen-Orientaux. C'est-à-dire un Égyptien qui fait partie des frères musulmans qui habitent au Caire se sent plus dans l'obligation d'aider son frère qui est frère musulman mais qui habite à Tunis et ne se trouve pas dans l'obligation d'aider son frère qui est citoyen égyptien, même s'ils sont citoyens égyptiens. C'est un peu ça aussi la réalité des pays arabes dont fait partie la Libye. Et aujourd'hui, vous allez voir que après la chute de Mouammar Kadhafi, quand il y a eu la bipolarisation des gouvernements avec un du maréchal Haftar et un de Fayez al-Sarraj qui a été reconnu par la communauté internationale, il y a eu aussi ce jeu de positionnement des pays du G20 derrière soit le maréchal Haftar ou soit Fayez al-Sarraj. D'ailleurs, le Qatar, qui était l'un des principaux acteurs dans la déstabilisation de Mouammar Kadhafi, avait pris position clairement sur Fayez al-Sarraj parce que le maréchal Haftar n'allait pas servir les affaires. Et l'Égypte, qui est un acteur non moins important dans cette affaire libyenne, qu'on oublie d'ailleurs, parce qu'il partage 1100 km de frontière avec la Libye, a pris position pour le maréchal Haftar parce qu'il voulait contenir l'effervescence d'un nouveau mouvement des frères musulmans en Libye pour qu'il n'y ait pas de déstabilisation au Caire. Et donc, je pense qu'il faut faire entrer en jeu dans le contexte libyen et la notion de la nation, pas de la notion de l'État, la notion de la nation qui a un cordon ombilical plus cerné que celui de l'État. Je veux parler de l'État libyen et des peuples libyens, comme on a l'habitude de le dire, parce qu'au sein de ces États, il y a des nations arabes, musulmans, sunnites, chiites, wahhabistes, qui ont des ramifications plus serrées que ce qu'on peut voir de l'extérieur de manière administrative et dire que quelqu'un qui détient un passeport libyen est un Libyen. Et là, je pense que prendre en compte tous ces aspects, comme l'a dit Madame, rend la résolution de la crise libyenne plus complexe. Mais je crois que l'erreur aujourd'hui serait de botter en touche tous ces aspects nationaux, micro-nationaux, je veux aussi dire, des aspects géopolitiques de positionnement des pays du Golfe qui sont des acteurs importants, le Qatar, la Turquie d'ailleurs, qui est aussi un acteur très important avec des troupes au sol. En Libye, la France qui joue un peu le double jeu avec une sorte quelquefois derrière la Turquie de diplomatie. Les États-Unis qui, avec le changement de président, se remet dans la droite ligne des Nations Unies. Donc c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte si on veut régler le problème libyen et ne pas seulement dire de laisser les Libyens régler leurs problèmes parce qu'au sein des Libyens, il y a aussi des factions nationales. Alors, Madame je voudrais préciser ajouter. Lorsque nous demandons qu'on laisse les Libyens régler leurs problèmes, est-ce qu'il y a possibilité de les laisser? La solution, elle est libyenne. Elle appartient au peuple libyen. Je vais aller au bout. Elle appartient au peuple libyen. Vous ne pouvez pas demander, vous qui êtes de l'extérieur. On dit souvent que quand deux personnes se bagarrent, il y a une troisième personne cachée derrière. Toujours, il y a une personne cachée derrière. Il faut que à l'interne, ces deux personnes qui se battent s'acceptent. Acceptent un moment de s'asseoir pour discuter. C'est notre nation.
c'est notre État que nous voulons construire. Allons à quelque chose. Et là, on pourra appeler la communauté internationale et tous les éléments autour, vous comprenez, à pouvoir nous aider. Mais qu'on demande, la solution elle n'est pas à l'international. Parce que toute solution aujourd'hui faite à l'international, qui se transcrit ou se transpose en Libye, échouera. Et il a si bien dit et démontré, il y a assez de goulot d'étranglement. Ouais, tellement. Il y aura des partis qui diront, nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette solution liée à l'international qu'on nous impose. Le rapport de force est là. C'est pourquoi nous souhaitons que le peuple libyen lui-même, les acteurs qui mènent la vie politique en Libye, arrivent à s'asseoir et à se dire en face les vérités et dire, nous voulons construire la Libye. Et maintenant, chercher les acteurs avec lesquels s'associer pour aller vraiment vers une solution nationale pour un État libyen. C'est tout ce que nous voulons. Alors, Madame Junior l'a démontré tout à l'heure, il y a une ribambelle de nations qui tirent les côtés, tous les côtés de la Libye aujourd'hui, avec à la clé des intérêts à défendre. Alors, au-delà de tout ce qu'on dit, vous pensez, comme le vice-président également, que les Libyens peuvent trouver la solution, vu la situation actuelle, la solution aux problèmes qui minent leur pays? Alors, est-ce qu'ils peuvent, ils doivent trouver la solution, mais peut-être la nuance que j'apporterai, c'est dire que la complexité du problème fait qu'aujourd'hui, ce débat ne peut pas se faire qu'uniquement entre eux, même si ils doivent trouver la solution. C'est à eux de trouver la solution. Assister, accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà assez de conflits internes. Et si on les laisse, c'est pas évident. Ça va pas vraiment. Il faut en tout cas un facilitateur si vous voulez. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce rôle-là que jouent un peu les Nations Unies en essayant un peu de réguler un peu le débat. Mais en même temps, on sait aujourd'hui, et c'est ça aussi le paradoxe de l'histoire, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité et tout le consort qui sont censés aider à trouver des solutions idoines, eux-mêmes sont encore quelque part, certains parmi eux sont encore dans des postures qui n'aident pas en fait. Et du coup, on est en même temps facilitateur, mais en même temps on est acteur en fait. Acteur voilà. Dans l'ombre. Oui. Et là, ça crée un problème. On tire les ficelles peut-être donc aussi. Donc ça crée vraiment un problème. Donc c'est là qui rend assez complexe en fait le sujet dont on parle. Et pour moi, je dirais que c'est tout un processus. Hein. Encore une fois, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais la première responsabilité revient aux Libyens, qu'ils soient, les frères musulmans, ou autres, dans tous les cas, ils sont Libyens. Donc, c'est clair aussi, je suis d'accord avec Junior, qu'il n'y a pas aussi à oublier ces aspects-là en termes de regroupement, de positionnement. Ces aspects sont importants à prendre en considération. Et donc, aujourd'hui, il faut une analyse holistique de la chose et assez pointue pour pouvoir vraiment déceler en fait le vrai problème, trouver les portes de sortie, mais en se disant encore une fois que c'est tout un processus et la solution ne viendra pas du jour au lendemain comme cela, mais il faut aller étape par étape. Maintenant, d'ici là, c'est clair aussi qu'il y a le quotidien qui parfois rebondit, qui fait qu'on est sur un chemin, mais entre-temps, il faut revenir un peu en arrière. Et c'est tout ceci qui rend complexe l'histoire de la Libye, ainsi que d'autres situations sociopolitiques dans d'autres pays. Donc, c'est assez complexe, mais on pourra trouver une solution. Oui, Junior, vous voulez ajouter quelque chose? De très important, c'est de savoir que les pays aujourd'hui qui sont les acteurs principaux, je veux parler du Conseil de sécurité avec la Russie, la France, la Grande-Bretagne, n'ont aucun intérêt à régler le problème libyen. Un peu plus la France parce que géographiquement, la France est un peu plus proche de la Libye et donc il y a des factions terroristes qui peuvent frapper à tout moment. Il y a un intérêt sécuritaire à stabiliser aujourd'hui la zone de la mer Rouge, c'est-à-dire le bain qui va jusqu'à Tunis. Mais aujourd'hui, un pays comme la Russie n'a aucun intérêt à stabiliser la Libye parce que ça n'a pas d'incidence directe sur sa sécurité interne, encore moins sur sa plus sécurité dans le rôle de la déstabilisation. D'ailleurs, moi, des enquêtes qui ont émané de sources
très crédible. Il y a aujourd'hui des bonnes affaires, entre guillemets, qui se font en Libye, notamment dans le secteur structurant, comme les infrastructures, le pétrole. Ne pas oublier aussi que le marché du pétrole libyen est reparti à la hausse, comme dans la période d'avant Kadhafi. La compagnie nationale Air Libya, aujourd'hui, bien que n'ayant pas des destinations régulières à desservir, fait des vols charter avec notamment Niamey, qui est un point stratégique en Afrique. Et donc, ne pas tout peindre en noir. Aujourd'hui, en Libye, d'ailleurs, d'après les prévisions de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, pour l'année 2021, la Libye est en tête des pays dont on attend la plus forte croissance, avec un taux attendu à 31,5%. Et donc, c'est dire aujourd'hui que la Libye... Peut-être c'est parce que les armes ne parlent plus depuis quelque temps. Les armes ne parlent plus, pas totalement vrai, parce que même du temps de Kadhafi, il y a toujours eu en Libye cette sorte de guérilla urbaine qui a été compressée d'ailleurs par l'armée régulière libyenne à l'époque de Kadhafi. Donc, ces groupements agissent toujours. Il y a un marché d'armes très intéressant, dans le sens péjoratif du terme, bien sûr, très intéressant aujourd'hui qui se joue à Tripoli. Et donc, pour moi, je pense qu'il ne faut pas tout peindre en noir. La Libye, avant tout, doit avoir une résolution militaire avant d'avoir une approche de solution sociale, parce que toutes les approches de solution sociale sont moralement intéressantes, mais dans le fait, dans la réelle politique, comme on dit, n'aura aucune incidence. Aujourd'hui, la solution en Libye, elle est militaire avant d'être sociale et politique. Alors, je reviens vers vous avec cette question, vice-président. Le gouvernement libyen s'est engagé à respecter les résolutions de l'ONU et à créer un environnement propice pour les élections prochaines, le 24 décembre, élections législatives. Vous pensez que ces conditions sont réunies pour ces élections? Oui. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport aux élections. C'est mon opinion. Elle est claire. 24 décembre, nous sommes à un mois. Ouais. Est-ce que, comme il l'a dit tout à l'heure, la question, la solution, les élections, c'est un fait, un fait de société. Mais est-ce que la sécurité y est en Libye pour qu'on aille à des élections? Est-ce que les problèmes sont résolus pour qu'on aille aux élections? Aller aux élections veut dire qu'on s'est entendu, que le cadre est assaini, que toute la nation libyenne est d'accord à élire, à mettre en place des institutions qu'elle va respecter, que tout le monde va respecter. Et que donc les petits guérillas ou les groupuscules organisés de chefs, de troupes, que ces groupuscules ont été démantelés, déstabilisés, et qu'il y a un désarmement, puisque les armes circulent. Après les élections, si un nouveau Haftar se lève et dit que je ne reconnais pas l'Assemblée, je ne reconnais pas si et que les armes crépitent encore, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors la question, elle revient toujours des solutions. On doit aller aux solutions de la crise. Donc, selon vous, on peut toujours repousser les élections? Selon moi, on peut repousser les élections. Et on l'a bien dit. Un pays qui fait un taux de croissance à 2 chiffres, ça veut dire que au moins, le besoin de se nourrir, c'est-à-dire l'indice de développement humain des Libyens n'est pas en deçà, et que donc on peut encore prendre le temps de résoudre les problèmes, les conflits internes, et aller à une solution qui retient à la fois ceux qui émettent les rapports de force, puisque en fait, les rapports de force, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. Chacun a ses intérêts en Libye. Alors, est-ce que celui qui vient protégera mes intérêts? Que ce soit les intérêts de la Russie, de la France et de la communauté internationale, il s'agit aujourd'hui de trouver des gouvernants qui protègent les intérêts de la communauté internationale. Et c'est pour ça qu'elle est là. C'est pour les intérêts. Même question à vous, Madame Noviekou. Vous croyez aussi à ces élections législatives le 24 décembre? Juste les élections et puis Noël. On ne fête pas Noël à Tripoli. Alors, les élections, je dirais que si les cadres libyens sont d'accord d'aller aux élections, qu'est-ce que nous, on aura à dire? Parce que ce qui est sûr, tout le contexte ne sera pas totalement réglé, parce qu'il y a aussi besoin d'avancer. Mais au même moment, je suis aussi d'accord que l'idéal serait d'asseoir un minimum
avant de pouvoir se dire qu'on va aux élections. Maintenant, si les acteurs nationaux eux-mêmes consentent dans leur majorité à aller aux élections, on ne peut que les accompagner. Mais s'ils disent non, je crois que c'est à la communauté aussi internationale de prendre conscience que ce n'est pas comment dire, décréter en fait des élections n'est pas forcément la solution. N'est pas forcément la solution, même si, oui, à un moment donné, ça va booster un peu les choses, mais c'est pas forcément la solution. Donc, c'est aux acteurs de vraiment apprécier le pour et le contre de la tenue de ces élections et dire, comment dire, et de prendre les dispositions qu'il faut. Donc, c'est clair que, est-ce que nous, on y croit? C'est clair que tous les problèmes ne seront pas réglés par les élections. Ça, c'est une évidence. Voilà. Avec vous, Julien Laris, on va sortir de ce sujet. Après le 24 décembre, dit-on, c'est en avril 2022, les élections présidentielles. Oui, déjà pour une petite anecdote, quand on a fixé la date des élections, le maréchal Haftar, qui n'a jamais enlevé sa tunique de militaire, la semaine écoulée, s'était habillé en civil pour annoncer le fait qu'il laissait les rênes. Donc c'est aussi un signe, des signaux qu'il envoie à la communauté internationale et aussi au peuple libyen, comme quoi il se positionne déjà pour les élections présidentielles à venir. Maintenant, qu'à cela ne tienne, est-ce qu'il y aura les élections présidentielles en avril? Moi, je pense que la condition principale d'une tenue ou non des élections sera la condition militaire, l'état militaire dans lequel sera le pays. Parce qu'aujourd'hui, Mohamed El Menfi, qui est le président de transition, qui a été choisi par la communauté internationale, pour l'instant, n'a pas encore eu, d'après mes connaissances, à entrevoir à signer des accords, que ce soit commerciaux, que ce soit politiques, que ce soit même social, avec quelque acteur international que ce soit. Et donc, pour l'instant, je crois que le schéma est un peu polissé pour pouvoir entrevoir des élections législatives, d'abord en décembre, parce que c'est la première condition, et après des élections présidentielles. Mais je reste persuadé que la solution, elle sera militaire et que les conditions d'une future élection probable sera aussi militaire. Allez, on quitte Tripoli pour Bamako via Paris. Plusieurs déclarations ont accru les frictions entre Paris et Bamako ces derniers jours. Et l'ambassadeur français a été convoqué par Bamako après des propos d'Emmanuel Macron ou à l'encontre de la junte militaire au pouvoir au Mali. Le président français a qualifié de honte les propos du Premier ministre malien Choguel Maïga, qui a reproché à la France un abandon en plein vol avec sa décision de retrait de la force Barkhane. Le bras de fer est tendu, tenace, sur fond d'enjeux politiques. La crise est-elle profonde? Le divorce est consommé? Président ou vice-président Jules Bafénan, vous avez chaque fois eu la chance de commenter cette situation au Mali et surtout cette situation entre la France et le Mali. Le divorce, selon vous, est-il consommé? Oh, est-ce qu'il y avait eu mariage? Est-ce qu'il y avait eu mariage pour qu'il y ait divorce? Oui, la complexité de votre question réside dans ses sources. Aujourd'hui, un nouvel élan dans nos États, à travers la mauvaise gestion de nos gouvernants, appelle les peuples et la jeunesse montante à se dire que c'est le colon, le mal, c'est le colon. C'est vrai. Le colon a sa part. Il a sa part. Et je crois que ce qui se passe au Mali, tout simplement, tire vers une seule question. Le Mali veut rediscuter les rapports de force avec la France. La France est-elle prête à rediscuter les accords avec le Mali? Ces accords qui impliquent le rapport de force qui les définit. Si oui, je crois que la France et les Maliens iront discuter. Mais sinon, c'est-à-dire que ça va être toujours imposé. Les Maliens disent aujourd'hui, nous avons trouvé d'autres approches. Laissez-nous les explorer. Si ces approches ne sont pas bonnes, le peuple en prendra les conséquences. La France, pour sa banane, veut toujours se maintenir. Pour sa banane, veut toujours se maintenir au Mali. Pourquoi? Tout simplement aussi à cause des intérêts.
Alors le problème est clair. La junte militaire aujourd'hui, je crois, et ça c'est sûr, elle est tournée vers des alternatives. Et c'est la Russie. Et la Russie aussi n'est pas là pour les beaux yeux des Maliens. La Russie est là aussi pour s'implémenter et pour des intérêts. Mais il s'agit aujourd'hui de voir entre les intérêts que nous procurait le colon, la France, le nombre de bananes qu'elle nous prenait, et aujourd'hui le nombre de bananes que la Russie peut nous prendre la prendre. Russie. Alors, soyons clairs, le peuple, tout vient du fait que nos dirigeants ou les dirigeants au Mali n'ont pas su prendre le peuple comme leur rempart. Et dès lors aujourd'hui, et ça va venir dans d'autres pays, dès lors que les gouvernants ne prendront pas en compte les désirata de leur population, le besoin de leur population, on ne prendra pas la population comme leur rempart, et plutôt servir mieux le colon au détriment des populations, il y en aura toujours ces problèmes. Parce que les peuples évoluent. La tendance aujourd'hui est à ce que si nous allons mourir de faim et que nous n'avons rien, nous préférons mourir de faim. Et comme vous le savez, nous préférons mourir de faim que de donner notre petite banane aux colons et rester affamés. Alors, Madame Novie-Koukou, l'alternative dont le président est en train de parler est là. Elle est claire, limpide comme l'eau du rocher. C'est ce groupe Wagner, ce qui irrite la France. Alors, le divorce semble être consommé. Ça fâche sérieusement le colon, la France. Alors, si je dois ajouter quelque chose, je dirais que c'est clair que la France ne va pas rester dans une posture de silence parce qu'elle se bat pour ses intérêts elle aussi. Et aujourd'hui, ce qui se passe entre la France et le Mali, pour moi, c'est tout simplement normal. Hein. C'est des réactions normales. Et pour moi, il n'y a pas trop de débat en fait autour du sujet. Réaction normale dans un couple. Hein. Même si le président reconnaît qu'il n'y avait pas mariage. Oui, parce que c'est des interactions humaines qui ont un sens. Et ça, c'est normal, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs, le conflit même est une situation normale. Et donc, il faut tout simplement trouver les voies et moyens de pouvoir le régler, le gérer de façon constructive. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas de conflit dans n'importe quelle interaction humaine. Il y en aura toujours, parce que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes, les enjeux ne sont pas toujours vus sur les mêmes angles, et donc le conflit, il y en aura toujours. Maintenant, comment nous le gérons de façon constructive? Et puis, le conflit n'est pas toujours mauvais, parce que ça permet de rediscuter les pouvoirs de force, les rapports de force. Et donc, aujourd'hui, je crois que le Mali se trouve dans une posture où elle se dit, je peux aussi négocier, pour ne pas dire renégocier. Et donc, c'est normal que la France réagisse. Donc, le Mali veut renégocier. Et là, je me dis, les pays africains, en fait, à un moment donné, doivent se repositionner. Et je crois que beaucoup aujourd'hui sont dans cette posture-là. Même ceux qui n'ont pas de problème avec les acteurs extérieurs se repositionnent. L'exemple du Togo avec la Turquie, chacun se repositionne. Parce qu'en fait, on a compris qu'il y a des enjeux et que tout n'est pas que dans la posture du quémandeur ou dans la posture de j'attends qu'on m'aide, mais j'ai aussi des choses à vendre. Et aujourd'hui, que ce soit le Mali, la Centrafrique, le Togo, chacun se dit j'ai quelque chose à vendre aujourd'hui. Et prenez tout simplement un peu l'histoire de la Russie, vous allez voir qu'en fait, la Russie n'a fait que ça. Il s'est repositionné à un moment donné pour trouver de la place. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le débat. Et donc, c'est une question de leadership qui voudrait que chacun puisse se mettre en erzeg, se vendre. Et pour moi, ce qui est important dans tout ça, c'est que ceux qui vont renégocier mettent en avant les intérêts des communautés pour lesquelles, en fait, ils sont là. Parce que c'est ça aussi la gouvernance dont nous parlons, qu'il soit une gouvernance assez, on va dire, de qualité, pas juste pour eux-mêmes, mais pour les populations pour lesquelles ils sont là. Et donc, il ne faut pas juste aller renégocier pour la forme, mais renégocier pour un positionnement stratégique qui va dans l'intérêt de sa communauté, de sa population. Et c'est ça qui fera peut-être la différence entre ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui. Alors, Junior Laris, vous pensez que les deux parties vont encore négocier? Certains disent que le groupe Wagner est déjà sur place. Il a commencé son boulot. On n'a pas des sources officielles quand même, il faut le préciser.
Mais apparemment, la brouille est toujours là. Elle s'est véritablement installée. Je pense qu'il y a là, aujourd'hui, dans le cas du Mali, une transposition en forme parallèle de ce qui se passe en Centrafrique, Ouais. avec la présence de la Russie et la présence aussi de la France, qui défend un précaré qui lui appartient de droit, de par l'histoire. Maintenant, il faut savoir aussi, pour nous, Africains, qu'entre la Chine, la Russie ou la France, la Russie est un moins de mal. Aujourd'hui, négocier avec la Russie ne sera pas meilleur tant que négocier avec la France ou négocier avec la Chine. Maintenant, il s'agit d'un point de vue occidental, si je me mets du côté occidental, il s'agit d'un redéploiement géostratégique sur le continent africain, parce que la Russie a compris que la guerre dans les Balkans, surtout au niveau de l'Union européenne, elle l'a un peu perdu. On a vu de par les années écoulées tout ce qui s'est passé à Lugansk ou à Donetsk, dans le conflit russo-ukrainien. Il a compris qu'à un moment, il a un peu perdu la main, aussi avec l'indépendance du Kosovo dans l'est de l'Europe, avec la perte d'autres nations, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. Et donc la Russie comprend aujourd'hui que dans cette stratégie de redéploiement géostratégique, il faut aujourd'hui, pourquoi pas, venir en Afrique, parce qu'elle a déjà tenté une fois, c'était lors de la guerre froide, notamment au Zaïre, où le président ou le premier ministre Patrice Lumumba était l'un des tout premiers victimes africains de la guerre froide. Et donc, je crois que c'est un retour en arrière, une réapplication d'une ancienne stratégie russe que le Kremlin est en train d'utiliser aujourd'hui, même si le Kremlin continue pas à défendre que le groupe Wagner n'est pas directement affilié au bureau de Vladimir Poutine. Et c'est ce qui est inquiétant pour le Mali ou encore pour la République centrafricaine. Parce qu'officiellement, Poutine ne reconnaît pas ce groupe. On ne le reconnaîtra jamais. Ça fait partie de la communication aussi politique. Maintenant, est-ce qu'il faut, dans cette situation, pour les Maliens, user de cette stratégie où il faut partir dans une verve de déclaration inflammant avec la France? Je pense pour moi que la stratégie, elle est possible, parce qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir pas périn au Mali, parce que c'est un pouvoir de transition, et donc ils ont plus de largesse de pouvoir aujourd'hui convoquer l'ambassadeur français, lui taper sur les doigts. Ils ont plus de largesse aujourd'hui de dire à la force Barkhane, on ne veut plus de vous, parce qu'ils savent qu'ils sont temporaires. Et c'est aussi ça le côté un peu saillant de l'élite militaire au pouvoir. Elle n'a pas les mêmes réflexes que l'élite économique ou l'élite intellectuelle qui est au pouvoir, qui est plus mesurée dans la communication, qui est plus dans une approche plus diplomatique. Non, l'élite militaire, ce sont des hommes opérationnels, ils sont sur le terrain, ils sont dans le front, et donc c'est la continuité de l'implémentation d'un système militaire aussi qui a renversé un pouvoir. Alors, vice-président, tentons une gageure, si vous voulez. On va essayer d'imprimer la situation de la République centrafricaine au Mali. On a vu les Russes qui sont arrivés. Faustin Archange Touadéra, qui était acculé à un moment donné, il n'avait que 20% du territoire centrafricain. Aujourd'hui, il a 80%. Les Maliens veulent faire cela aussi. Vous pensez que la Russie peut réussir au Mali? Oui, pourquoi pas? Pourquoi la Russie va échouer? Bon, quand on dit la Russie ou le groupe Wagner, parce le que groupe Wagner. on va pas faire des Wagner, en tout cas. Quand on parle de la Russie ou du groupe Wagner, de toute façon, c'est un groupe russe. Sur le territoire, c'est le groupe Wagner. Une société de droit russe. Officiellement, la Russie n'a pas reconnu. On va prendre ça au P7. Voilà. Moi, si je demande à des agents de police togolais de me sécuriser et qu'ils sont dans l'incapacité, et que je vais prendre au PS Sécurité des agents qui sont dans la capacité de donner les résultats, je crois que je vais me tourner vers ceux qui ont la capacité de donner les résultats. Ouais. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est un résultat. Le résultat, c'est de démanteler ces groupuscules. C'est-à-dire, c'est de reprendre la main. L'État veut reprendre la main sur le territoire malien ou centrafricain. N'oublions pas le jeu que la France a joué en Centrafrique. Ouais. Lorsque, par 2 fois, le président a voyagé pour aller voir, premièrement, Hollande, après Macron, pour qu'on puisse lui fournir des armes pour lutter contre les rebelles. Les rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît toute l'histoire. Il n'y avait rien. Plutôt, les rebelles étaient... On lui a demandé de rentrer, qu'on va lui fournir des armes, mais rien.
Alors, devait-il rester les bras croisés et voir son pays se déstabiliser? Non. Il est allé chercher une alternative. Et surtout que les rebelles étaient, eux, très armés. À un moment les donné. militaires centrafricains faisaient des exercices avec des bâtons. Les FACA. Avec des bâtons. Donc l'histoire est là. Les faits sont là. Alors, il est allé chercher, un bon patriote, une alternative. Qu'elle soit bonne ou pas, quels sont les résultats? Puisque ce sont les résultats qui nous permettent de justifier les moyens qu'il a employés. Les résultats sont là aujourd'hui. Il arrive à 80% de son territoire. Et il a dit, dans le cas libyen, la Centrafrique, c'est un problème militaire. Il faut reprendre la Centrafrique et que les Centrafricains qu'on le constate qu'il y a des institutions de la République, qu'il y a des gouvernants et que chacun doit respecter l'autorité de l'État et ramener toute la Centrafrique sous une autorité, l'autorité de l'État. Et si la Russie peut nous permettre de le faire, faisons-le. Même s'il y a des contreparties. Parce que la France parce qu'on l'a vu n'a pas pu le faire. en République centrafricaine. Il y a des ressources qui sont pillées. Non, moi, je ne veux pas trop... Tu sais, tu me connais. Je ne veux pas aller trop sur ce truc. Vous êtes un au risque politique, comme je comprends. Voilà, je comprends. Mais c'est simple. Si ça se transcrit au Mali, si ça a réussi en Centrafrique, que les Maliens copient. Attention, mais qu'ils ne collent pas. Parce que les réalités sont différentes. Justement, qu'ils copient. Ça, ce sont des djihadistes. Mais avant de le coller, de le transposer, elle a dit tout à l'heure, les rapports de force sont là. Est-ce que la France va laisser le Mali comme elle a laissé la Centrafrique? Est-ce que les rapports étaient les mêmes? Est-ce que les intérêts sont les mêmes? Toute la question est là. Qu'est-ce qu'il y a dans les rapports secrets cachés entre le Mali et la France qui fait qu'aujourd'hui, le Mali dit je ne peux plus te donner toute cette banane parce que tu ne me sécurises pas. Tout est là. C'est simple, en fait. Je ne peux plus te donner toute la banane chaque mois parce que tu ne me sécurises. Tu ne fais plus ma sécurité. Alors, on va essayer de décortiquer au peigne fin. Ce que vous avez dit, ce prisme est très intéressant. Ce qui se cache derrière ces relations entre la France et le Mali. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec nos invités, Madame Dadonora Noviekou, Junior Laris et Jules Bamine Bafina.